sont-ils les plus dangereux du monde? Il ressort de mes mémoires intitulées Mémoires d'un philosophe en France ou réfugié en enfer, qu'en dépit des apparences articulées, s'énonce discursivement donc par le truchement du discours et de la mise en scène, les entités telles qu'elles m'ont participativement et historiquement confrontées durant des décennies sans le moindre répit, et ceci sous supervision tunisienne et sur insistance de la masse fasciste, et sans pitié canonnée, ces entités sont extrêmement dangereuses. Donc, techniquement et émotionnellement aptes à détruire le cadre d'équilibre tiers et le tiers avec, ils peuvent même aller jusqu'à détruire la planète tout entière dans le cas où leur appareil sauvegardiste, submergé par l'accélération des phases réadaptatives, le décide. Sachant que paradoxalement, l'appareil sauvegardiste, qui n'est pas maître de la totalité technico-émotive, qu'elle soit endogène ou exogène, peut décider sa propre destruction par limite, par accident ou par stratégie non achevée ni achevable. En tout cas, les crimes les plus barbares de l'histoire ont été participativement commis en France sur des décennies sans relâche, et j'en suis la victime exclusive. Et être la victime exclusive d'un volume si considérable de crimes sans en mourir présuppose un profil et une texture organismique optimaliste. Sachant que la surhomisation idéologico-fantasmatique se pose comme un procédé à double finalité, celle propagandiste et celle incitatoire idéaliste, en direction d'un modèle utopique, utopisant. Alors que l'auto-optimalisation technico-énergétique est une modalité propre au fonctionnement de l'organisme sous l'égide d'un appareil sauvegardiste évolué et face aux deux formes vidiques fulminantes et ultra-stratégisantes. Par suite, je poursuis la France pour l'ensemble des crimes commis sur son territoire, sans possibilité d'interpeller et de juger les coupables, la Tunisie mon soi-disant pays en tête, ni de stopper les processus. En outre, et pour mettre en exergue la valeur suranimalisante absolue qui distingue le profil et les projets de la SBC massive réorganisés par les États, énormément de tribunaux seront requis pour juger une partie infime des bourreaux intervenant sur incitation historique tunisienne. D'où signifie mon vécu durant des décennies en enfer absolutisant tel qu'il existe et non celui tel qu'il n'existe pas, donc celui des religions, et qui n'a d'effet que de n'exister que par l'inexistence même. Alors que l'existenciation forcée et obsessionnelle du non existentiable est taquettée, elle est à rechercher au sein des phrases pathologiques.
vérité, la dangerosité est un état forcément constitutif, puisque développé corrélativement avec l'évolution antividique. Son ampleur est de degrés distincts. Bien que chaque degré reste compétitif en ce qu'il tend à l'absoluité pour à la fois accorder un sens à son existence et techniquement se convertir en degré supérieur. Disons qu'elle est de deux ordres, celui génétique et celui acquis. De la sorte, un sujet SBC est génétiquement dangereux et l'acquis en dangerosité ne fait que venir gonfler le génétique absolutisant celui inné. Ceci en tant que le génétique est obligé à tous les coups d'adopter un sens développemental auto- et interdéveloppementalisant. Sinon, il s'arrête de génétiser et de se génétiser. Et là s'effondre la notion de structure au bénéfice de celle de non-structure topique de l'imaginaire cinématographique ou carrément pathologique, où le cerveau en dysfonction, donc en échec prototypique, et matraqué par l'action vidisante interne, résonne par instinctivation et se force de croire dans les points d'appui les plus fantasmatiques. On peut dès lors insérer que le cerveau de la SBC est en dysfonctionnement génétique et qu'il a inventé la culture et la religion comme point d'appui fantasmatique, à la différence que dans ce cas, la pathologie est à l'unanimité rationalisée. Ce qui la désentrave de son caractère auto-culpabilisant, autocritique et auto-thérapeutisant. En somme, et dans le cadre de la classification spéciale et énergético-technique, même un asticot forcément inféodé aux facteurs essentialistes, donc sélectionnistes, auto-sélectionnistes, est dangereux. Même un asticot est dangereux pour plus faible que lui. D'où se préserve la valeur de mesures énergético-techniques et évolutionnaires. Disons aussi que même un élément inorganique et opérant selon une intermédiarisation agressive comme la pierre s'avère dangereux dans le cas où il est manipulé par un tiers à une fin agressive ou fortuite. Certes, la dangerosité pulsionalisante et ordique est monopolisée par la SBC et qui gagne une ampleur explosive avec l'intercession et le vécu de la masse SBC, eu égard à l'œuvre amplificatrice du lien biomental en posture d'action massive, donc en posture de massivation. En revanche, chez ces entités, il s'agit d'une dangerosité stratégisée, quoique surtechnisée, donc plus efficiente et plus appelée à durer,
du fait de sa soustraction à la sanction pénale. Donc, à l'interpellation réorganisatrice émanant du pôle prudentiel institutionnalisé et du fait de son asservissement exclusif des acquis techniques, intellectuels et autres. Ces entités participativistes sont donc éminemment dangereuses au gré du duo intention-capacité de conférer à la notion de crime des propriétés absolutisantes de par les coefficients suivants. L'intensité, l'environnement artificiel ultra-destructeur est destiné à soutenir l'action directe, la qualité technico-émotive perforatrice, le volume impressionnant des agresseurs intervenants, l'institution de la notion de complot éternel, le déroulement ininterrompu, la mobilisation de la totalité démographique au sein d'un participativisme hermétiquement régi par des catégories à l'instar du lien biomental qualifiable d'hyper-constructiviste négatif et qui concourt selon le principe de la réuniformisation compétitiviste des profils. De surcroît et dans l'optique totalisante de l'impact destructeur, il faut noter la suppression radicale et éternelle à la victime que je suis des notions de soutien de tout genre, et ceci par désenclitisation absolue, donc par annulation de la totalité du support, qu'il soit matériel ou psychique. J'évoque une précipitation continue dans le vide généraliste en tant qu'aire exclusive, centrale et dynamique où se formule l'anéantisation anti-organismique absolue. J'ajoute la suppression des notions de justice, de soins, en tant que technique de lutte contre la double vidisation de l'organisme et de la moindre échappatoire réagripativiste, et ceci par la destruction continue de mon cadre d'équilibre externe, physique, psychologique, socio-économique, etc. D'où le balayage systématique des notions de stabilité, de confort, de lien par déliénisation historique, de liberté de pensée, de déplacement, d'exécution libre du moindre geste, et finalement l'abolition de toute forme de liberté indispensable à la survie de l'organisme en tant quantité requérant une ambiance dynamisatrice des initiatives biologisantes, auto-biologisantes positives. D'où l'on constate de la part de ces bourreaux l'imitation du procédé hypervidisant typique du vidique initial, donc du 0 degré pristique de prise, dans ses aspects les plus destructeurs de la matière et ses possibilités, et ceci au service de la vidisation artificielle la plus méthodique. Néanmoins, il s'agit d'entités participativistes qui parviennent au sein de mes affaires à travestir leur dangerosité en asservissant les outils escamoteurs qui ne sont que les stratagèmes réputationnisants positifs tels que
la théorie scientifique les a définis en amont du comportement artificiel, par ailleurs hyper institutionnalisé par le droit factice et les idéologies ambiantes. À souligner au sein de ce processus le rôle explosif historique des populations fascistes, qui trustent presque 100% des agressions, comme mes mémoires le narrent si éloquemment, et on dissèque les mécanismes et les motivations. En effet, sans le concours historique des populations SBC, peu de crimes, même si blancs, auraient été consignés. D'où la validation scientifique de théories pré-inattaquables, à l'instar de la non-différenciation identitaire, de l'uni-cerveau, de l'uni-projet SB6, etc. J'évoque des catégories qui ont malheureusement échappé à Karl Marx eu égard à l'intercession de deux facteurs. Son mépris pour la science psychologique et ses projections identificationnistes poussées. Sachant que même un système supposé scientifique ne peut l'être absolument qu'eu égard à sa formulation épistémologico-historique rehistorique, donc à sa reformulation continue à travers ces phases réanalytiques dans la totalité de l'histoire. Ceci en tant que si la vie biologique de Marx avait réussi à vaincre la fragilité et la mort, elle aurait continuellement réadapté, donc rescientifisé ses analyses. N'empêche que la pensée marxiste figurera jusqu'au bout de l'historiation épistémologique parmi les plus prestigieuses de l'histoire et parmi celles qui ont le plus théoriquement affronté la surbestialité SBC. Même si cela fut initié partiellement. Je peux même affirmer que si Marx et Freud étaient restés en vie, ils auraient découvert la SBC. Quoique Wilhelm Reich l'a presque découverte. Il est passé in extremis à côté. Dès lors se vérifie amplement le concept de transaction unilatérale sustenté par le concours initialisant, programmatisant et enfin génétisant du lien biomental, lien infrangible qui à la base gouverne l'organisation ordique en posture impacticielle à but destructif absolutisant et qui logiquement régit le concours de la masse fasciste comme occupante de la basse pyramide biomentale. Je redésigne des populations SBC ici coupables de presque 100% des crimes commis contre moi, selon des postures surbestialisantes, non réductibles, donc non réanalysables et amputables par le cerveau SBC connu pour son credo anti-moralisant et anti-altérisant absolu. J'adjoins l'implication hyper
j'adjoins l'implication hyper tempéramentalisée de la totalité des organes et des structures ambiantes en tant que police politique et milice parallèle massive. A encarté que la SBC massive n'a de sens que dans le non-sens. Le sens comme sens de lui-même et d'une partie qui conduira forcément à tout étant un non-sens pour elle. Elle aspire dès lors à imposer son non-sens comme le seul sens que le sens aurait dû intégrer pour avoir droit au sens dynamique. Celui qui, partout et universellement, expulse le non-sens. Disons que sa SBCité est déjà un non-sens qui s'impose au sens et tente de l'expurger s'il ne consent pas à se convertir en non-sens adoptable comme sens universel et universalisant. D'où l'imposition du mal comme sens réel du sens fondamental de la SBCité. Le sens pur étant celui qui aurait dû partir sans la présence de la SBC en espace-temps. J'évoque à propos des menées participativistes criminelles des stratagèmes qui servent de ventilateur communicationnel à l'intervention massive multitechnique, donc multi-outillée, quoique immanquablement régie par les ascendants programmatiques tels que l'uniprofil, l'unicerveau, l'unitempérament et l'uniprojet. À tout prendre, les plus dangereux des êtres, des pays et des régimes ne sont pas dangereux quand ils ne sont pas participativistes, eu égard au rôle amplificateur infini des menées perforatrices opérées sous l'égide du lien biomental. Disons que le participativisme suragressif est né du rapport des premiers organismes vivants à l'invincibilité dynamique et omniprésente de la majorité vidique en présence de sa minorité matérielle et psychique. D'où les tentatives subséquentes de s'unifier sous le pavillon de la même espèce afin de contrebalancer les rapports de force émotivo-techniques. Disons que l'auto-majoritarisation biologique a commencé à l'échelle individuelle et a généré l'apparition de mastodontes à l'instar des dinosaures et consorts. Cependant, l'histoire nous a démontré que ce ne fut pas l'option idéale pour contrebalancer les rapports de force. Pour le comparatif paradoxal, il y a le vraiment dangereux, pas dangereux en apparence, et le moins dangereux, très dangereux dans la pratique, et ceci au sein d'une SBC générale biomentalement dangereuse, donc initialement et finalement surbestialisante.
Par exemple, la Tunisie, affirmée comme pays coupable, participativiste de la pire criminalité, et ces régimes participativistes, plus délinquants, immoraux et tortionnaires de l'histoire, et que j'œuvre inlassablement pour faire juger et leur supprimer les aides, le statut abusivement consenti par l'Occident, et le moindre rudiment réorganisant. Ces entités incarnent une dangerosité sans précédent. Quoiqu'étant donné l'insignifiance de leur volume technico-énergétique, elles ont opté pour deux techniques compensatoires. Le servilisme absolu qui a sauvé certains oiseaux de la furie des crocodiles et l'utilisation des volumes tiers, donc les pays occidentaux, France et États-Unis en pointe. À la vérité, les pays et les sujets ouvertement dangereux et déclarés sont certes moins dangereux que ceux apparemment non dangereux et qui sont extrêmement dangereux dans le fait. Dans tous les cas, la catégorie spéciste apparentielle parallèle gère toutes les ambiances, que ce soit celle de la confrontation ou celle du retranchement. Au reste, mon expérience est unique en elle-même, du fait de la particularité de mon profil suscitateur invétéré de jalousie meurtrière, avec ces entités barbares et le calvaire sans précédent qui m'a été administré de manière participativiste, ininterrompue sur le territoire français, aposte ces entités à la pointe d'une catégorie mixte. J'évoque une catégorie où la confrontation est continue et déclarée du fait de l'absence de toute perspective de sanction et où le retranchement ne s'apparente en rien au retranchement technique, mais au simple relâchement spontané. En outre, il est indiqué que pour dédangerosiser, désénergétiser, enfin défonctionnaliser une entité répondant au statut participativiste surbestialisant, donc pour couper court à l'élan suranimalisant développé par sa spécificité, il faut s'attaquer avant tout à sa spécificité. Donc, à ce qu'il y a de plus animal dans la structure biomentale émanatrice. Néanmoins, comme éradiquer la spécificité est très difficile du fait de la non-destructurité de la structure, entre autres, il faut procéder par optionnalisation. Donc, par sélection des points bestialisants co-constitutifs à neutraliser. J'évoque à cette échelle les organismes externes qui possèdent logiquement une prolongation quasi biologique au sein de l'organisme. De surcroît, il faut affronter l'organisation pyramidale, celle bourgeoise en tête, mais exclusivement à l'appui des outils redéfinitionnistes. Sachant qu'au sein de la pyramide biomentale, toute l'organisation est profilairement et culturellement, donc essentiellement bourgeoise.
puisqu'il ne saurait prévaloir de profil autonome qui distinguerait l'homo perfectus chanté par le marxo-humanisme. D'où se valide ma théorie du non-exceptionnalisme profilaire qui n'est de facto que non-exceptionnalisme biomental. Rappelez qu'à contresens de ce qu'arguent certains, l'organisation bourgeoise n'est pas sélectiviste en tout. Elle l'est certes à l'échelle de la privilégiation et du facteur économique, mais jamais à celle de l'émotivisation ou de la profilisation. D'où évoquer la prévalence systématique et historique de l'unicerveau au sein de la moindre initiative et activité psychologique et sociale. Et c'est ce facteur qui a sûrement généré à l'échelle de l'organisation ordico-sociale l'uniclasse biomentale. L'uniclasse biomentale. Ceci implique, bien entendu, la non-sécabilité émotivo-affective et profilaire de la pyramide biomentale et du profil SBC. D'où ressouligner le principe d'uniclasse biomentale. Ce qui entend que la basse pyramide est une dimension chez laquelle l'agressivité est régie déjà par la disposition structurelle est loin d'être fondamentalement antagonique vis-à-vis de la tête de pyramide. Déjà, en vertu de la catégorie du lien biomental, qui se pose comme une condition biologique transcendantale. Ce qui entend que la basse pyramide, une dimension chez laquelle l'agressivité est régie déjà par la disposition structurelle, est loin d'être fondamentalement antagonique vis-à-vis de la tête de pyramide, déjà en vertu de la catégorie du lien biomental qui se pose comme une condition biologique transcendantale. Sachant que pour ce qui est de la spécificité, on ne peut que la réfréner. Sachant que pour ce qui est de la spécificité, on ne peut que la réfréner selon des degrés bien définis et ne la guérir que très difficilement. Merde. Par suite, il est requis de procéder redéfinitionnellement, donc de dépyramidaliser, désystémiser, débourgeoisiser, déculturer, déreligioniser, mais surtout désbéciser. Donc, désorganigrammiser la pyramide biomentale. Donc, supprimer ces organigrammes qui lui servent de support rebiologisant artificiel. Malgré tout, cette procédure ne fera que désorganiser provisoirement la SBC et altérer partiellement ses catégories subsidiaires, sans vraiment la vaincre radicalement du fait
de la persistance de la dynamique structurante, autostructurante, reconfiguratrice externe. Sachant que la SBCT procède par réadaptabilisation restructurante, et ceci pour éterniser. Donc, pour réaliser les 3 phases réglementaires de l'ascension éternitique. En revanche, la procédure des organigrammiques en tant que procédure de lutte scientifique contre le fascisme, le crime et la violence massivée et étatisée fera régresser nettement sa dangerosité selon un diagramme où le phénomène de désagrippativation ou le phénomène de désagrippativation, donc la défixation spatio-psychologique, générera un bilan indubitablement fructueux et en confiant l'organisation de cette SBCT aux soins de la rigueur scientifique qui procède aussi par participation involontaire à la reformulation. Sachant que d'existencialité à existentialité, il n'y a pas de rapport essentiel, mais des protocoles limités à suivre.